Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Big, le plus grand rendez-vous d'Europe sur le plateau de Big Media. Je suis Florie de Bayeux, je travaille pour le magazine Uzbek Erika, le média qui explore le futur. Nous avons un sujet très vaste d'ailleurs aujourd'hui à explorer. La mondialisation de demain sera-t-elle vertueuse? Nous allons aborder le sujet sous le prisme de l'expérience de 4 invités qui travaillent tous dans le secteur de l'industrie. En effet, le secteur industriel, en raison de son empreinte carbone considérable, joue un rôle clé, entre autres, dans l'atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2. Or, l'industrie est encore bien souvent perçue comme faisant d'abord partie du problème plutôt que de la solution. Pourtant, c'est précisément ce secteur qui a accompli les avancées les plus significatives en matière de décarbonation au cours des 3 dernières décennies. Cette réussite découle en grande partie de l'application des réglementations plus rigoureuses, de l'abandon de procédés de production hautement polluantes et des initiatives bien sûr prises par les entreprises elles-mêmes. Néanmoins, malgré ces efforts, nous demeurons encore en deçà de l'objectif, soulevant des interrogations quant à notre capacité à accomplir les cibles fixées par l'accord de Paris. Bref, la mondialisation est un phénomène économique, social et culturel qui a transformé le monde. Si elle a permis des avancées considérables pour l'humanité telles que la croissance économique et l'interconnexion mondiale, elle a également engendré des inégalités, des problèmes environnementaux et des défis sociétaux. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si la mondialisation à venir sera guidée par des valeurs et des principes éthiques mettant l'accent sur la durabilité, l'équité et la préservation de l'environnement. Ou si bien sûr, elle continuera sur une trajectoire où les intérêts économiques prévalent sur tout le reste. Cette question nous interroge sur les choix que nous faisons aujourd'hui et sur la manière dont nous façonnerons l'avenir de notre planète et de ses habitants. Mais avant de démarrer sur notre sujet, je vais laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent et vous racontent un peu ce qu'ils font. Je m'adresse tout d'abord à Massimiliano Picciani. Vous êtes responsable... Bonjour. Vous êtes responsable sectoriel écotechnologie bas carbone chez BPI France. Vous avez participé, entre autres, au projet Demain de BPI France, pilote d'une matrice sur les SMR. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre travail et votre parcours ? Oui, donc bonjour. Effectivement, j'ai un parcours d'ingénieur. Je suis diplômé ingénieur nucléaire à Milan et ici en France. Une thèse en matériaux, commissaire à l'énergie atomique. Après des expériences en R&D public et privé. Et depuis 3 ans, ici à BP France, à la direction de l'innovation. Notre métier à la direction de l'innovation et plus spécifiquement à la direction de l'expertise est celui d'être des experts, des responsables sectoriels sur différentes thématiques. La mienne, effectivement, est celle bas carbone, le nucléaire, les métaux critiques pour la transition énergétique, l'efficacité énergétique des bâtiments et aussi la décarbonation des procédés industriels. Comme vous le savez, BPI est aussi opérateur pour le compte de l'État du plan France 2030. Donc nous analysons des projets, nous donnons des subventions, des avances récupérables pour permettre effectivement cette évolution de notre société sur un levier principalement technologique et porter les technologies de demain, les solutions technologiques de demain. Vers une société du coup plus vertueuse. Exactement. Je me tourne de l'autre côté du plateau avec Éric Berger. Monsieur Berger, vous êtes entre autres... Bonjour, pardon. Bonjour. Vous êtes, entre autres, parce que je ne peux pas tout dire, chef de projet industriel de Shift Project. Est-ce que vous pouvez, de la même manière, nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là ? Effectivement, aujourd'hui, je représente le Shift Project, donc, qui est un think tank bien connu sur la décarbonation. Et en fait, moi, je suis d'abord un industriel. J'ai 35 ans d'industrie, à la fois dans la chimie et les matériaux, en France, aux États-Unis et en Asie. J'ai été patron de différentes boîtes, et petites, moyennes, grosses, jusqu'à 1 milliard d'euros. Et j'ai eu une prise de conscience il y a une dizaine d'années, et je suis devenu moi-même un donateur du Shift, et je suis devenu référent industrie du Shift. Voilà. Donc j'y passe une partie de ma vie, mais je continue à travailler pour des fonds d'investissement ou des boîtes, à la fois comme investisseur ou membre du conseil dans ces green tech. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Je refais volte-face. Alice Balaguer, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous êtes Chief Impact Officer chez Fairmate, entreprise française de recyclage de matériaux composites. C'est une jeune entreprise. Alice, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous faites ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, donc je suis en charge de l'impact chez Fairmate. Je pense qu'il y a
il y a 2-3 ans, je pense que ce job n'existait pas au sein des entreprises. L'impact, ça veut dire beaucoup de choses au sein de différentes boîtes. Chez Fermet, c'est comment est-ce qu'on démultiplie l'impact de Fermet au quotidien. Donc c'est à la fois auprès des collaborateurs en interne, donc je suis en charge des RH et de la communication. Comment est-ce qu'on démultiplie l'impact de Fermet à l'externe auprès de tous nos stakeholders. Donc, je suis aussi en charge de la communication externe, des affaires publiques et du juridique. Et je suis aussi en charge de l'impact environnemental. Ok. Voilà. Fermet, donc, c'est effectivement une jeune entreprise qui a 3 ans, 3 ans la semaine prochaine, et qui propose 2 grands services qui sont le premier, le recyclage des matériaux en composite de carbone, et aussi ce qu'on appelle design and build de produits fabriqués avec la matière recyclée. D'accord. Très bien. C'est beaucoup pour une jeune entreprise. 3 ans, c'est pas beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je me tourne de nouveau de l'autre côté, vers notre dernier invité, Sébastien Petit-Huguenin. Pareil, je prends mes notes pour ne pas dire de bêtises. Directeur général de Paprec, entreprise française de collecte et de recyclage des déchets industriels et ménagers. Vous aussi, votre cœur de métier est sur le recyclage de matières industrielles. Votre entreprise se développe d'ailleurs sur beaucoup de marchés, dont le dernier, si je ne dis pas de bêtises, l'énergie, avec une filière de recyclage chimique. Bonjour, monsieur Petit-Huguenin. Bienvenue. Bonjour Florie. Paprec est une société qui est une success story assez incroyable, puisque moi je suis rentré, je fête ce mois-ci mes 20 ans chez Paprec. Ouais. Je suis rentré dans une société de 450 personnes en 2003, en octobre 2003 exactement. Et aujourd'hui on est 15 000 collaborateurs en France et dans 10 pays de par le monde. Et le pari qui est à la base de l'histoire de Paprec, c'est un pari dans l'économie circulaire des déchets, donc le recyclage. À partir des déchets, on peut les préparer pour en faire les matières premières. Le pari de Paprec, c'est qu'au XXIe siècle, les matières premières majoritaires seront issues des déchets et que c'est une vraie industrie qui va se constituer, que nous avons et que nous participons à constituer. Et le deuxième pari de Paprec, qui est plus récent, lui qui date d'il y a 4 ans, c'est de traiter tout ce qu'on ne peut pas recycler, puisque c'est recycler ce qui amène le plus d'économies de CO2, en fabriquant de la chaleur et de l'électricité verte. Et toute cette partie énergie, y compris toute la partie construction qu'on intègre chez Paprec. Très bien, merci beaucoup. Je vous l'ai dit, on a un vaste sujet à explorer avec nos invités, avec qui je suis ravie de travailler. Je vais commencer par vous, monsieur Éric Berger, si ça vous va, avec une première question. Vous avez en effet fait carrière dans le secteur de l'industrie. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu une prise de conscience des industriels globalement de la nécessité de repenser la mondialisation, de leur rôle aussi à y jouer et entre autres de réduire significativement leur empreinte carbone ? Il y a eu une prise de conscience qui a été assez lente, il faut le dire, et puis qui est très variable d'une géographie à l'autre. En France aujourd'hui, ou en Europe, avec les contraintes réglementaires, cette prise de conscience, elle est très forte parce que beaucoup d'industriels sont soumis, par exemple, à des quotas de CO2. Donc là, vous avez une contrainte énorme. En revanche, vous allez voir le même industriel qui fait la même chose au Chili, au Vietnam, il ne va pas du tout avoir la même perception. Avec parfois d'ailleurs des différences assez incroyables. Donc ça, c'est la première chose. Parce qu'il n'a pas la même réglementation. Absolument, parce que c'est bon, les sociétés, je le sais, j'étais industriel, on fait de la communication, on annonce plein de plans. Vous savez, la plupart des boîtes disent qu'elles vont décarboner de 30%, 20% ou 30% à 2030, et puis le reste sera entre 2040 et 2050. Alors que le dirigeant sera parti depuis longtemps. En fait, la réglementation est ce qui drive essentiellement. Après, il y a toujours quelques gens qui sont en avance, en forefront, qui font des choses, c'est bien. Mais les grands mouvements se font là. Après, il y a des événements en dehors des réglementations qui amènent à des prises de conscience. Je prends 2 exemples. Le Covid a montré que les supply chains mondiales étaient hyper vulnérables. Parce qu'on a fait toujours plus fort, plus vite, plus loin. On a étiré, on a hyper spécialisé. Donc c'était super efficace et on a sorti plus d'1 milliard de Chinois de la pauvreté grâce à ça. On a créé des tas de problèmes à côté, voilà. Et puis là, les coûts de l'énergie, par exemple, ça a aussi donné un signal aux industriels que le CO2 c'est bien, les économies c'est encore mieux. Donc ces signaux-là aussi participent à ça. Donc vous avez un mélange d'événements et puis des réglementations à côté de ça et puis la bonne volonté qui essaie de catalyser tout ça.
Merci beaucoup. Peut-être je me tourne vers vous, Monsieur Picciani. Est-ce que vous voyez, vous aussi, dans les nouveaux arrivants que vous avez chez BPI France et que vous accompagnez, cette volonté, alors drivée peut-être par différentes motivations, en effet, on l'a vu avec Monsieur Berger, mais est-ce que de votre côté, vous avez identifié qu'il y a eu un changement? Alors vous êtes vous êtes chez BPI France depuis que 3 ans, mais peut-être que vous avez quand même senti Il y a eu une accélération depuis 3 ans. Hein. Justement, après le Covid, on a bien vu à la fois l'intérêt des acteurs industriels, mais aussi une mobilisation de la part de l'État. Je citais tout à l'heure le plan France 2030. Avant, il y avait le plan de la relance. C'était des leviers importants financiers pour pousser les acteurs industriels vers cette transition. Effectivement, les acteurs déjà établis ont souvent une posture qui dépend un peu de la réglementation qui évolue, donc ils sont un peu poussés par tout cela, mais il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se lancent sur le marché parce qu'ils savent que du point de vue du marché, du point de vue des clients, du point de vue du public, il y a un intérêt à avoir des produits décarbonés, des process décarbonés. Donc effectivement, on voit de notre côté, en tant que direction de l'innovation et avec l'interaction qu'on a avec les tissus industriels des startups, on voit que la dynamique, elle est là. On voit que l'intérêt est là et que souvent c'est un intérêt sincère et ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives de marché pour plusieurs acteurs qui lancent de nouveaux produits qui n'existaient pas, qui n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas cette attention à la transition écologique, à la décarbonation, à la transition énergétique. Donc effectivement, on voit la dynamique, elle est amorcée, il faudra l'accompagner, il ne faudra pas qu'elle s'estompe, il ne faudra pas que les facteurs géopolitiques puissent peser comme l'ont fait dans le passé par rapport aux coûts de production. Mais voilà, et nous sommes justement là, en tant que BPI France, Banque du Climat, pour les accompagner. pour les accompagner, grâce aussi à des technos qui permettent. Effectivement, et donc là, c'est comment on le fait, les moyens qu'on déploie. Il y a du financement, mais il y a du financement pour aller vers de nouvelles technologies. Je citais tout à l'heure procédés, produits, sources d'énergie, notamment les nucléaires et les SMR que vous avez cités tout à l'heure, qui permettent de réussir cette transition. Oui. Il est important pour des acteurs qui, par exemple, décident de fabriquer du plastique à partir des algues et pas à partir des produits de la pétrochimie, des acteurs qui se lancent pour mettre sur le marché des réacteurs nucléaires qui font de la chaleur industrielle, donc décarbonée, des acteurs, les cimentiers, les aciéristes, qui se mettent à décarboner leurs procédés en changeant la chimie ou en changeant la manière dont ils produisent, les acteurs qui vont produire les métaux, notamment avec le recyclage, qui est un enjeu extrêmement important pour assurer la transition énergétique dans la mobilité. Donc on voit vraiment qu'il y a un engouement pour faire des projets où l'aspect technologique est très très fort et c'est grâce à ces technologies qu'on peut donner des réponses. Il n'y a pas que la technologie, bien entendu. Non. Il y a aussi les aussi comportements, la motivation. Il n'y a pas que la technologie. Mais la technologie demande beaucoup d'investissement, beaucoup de financement. Ça coûte cher. Tout à fait. Et c'est là qu'effectivement, nous avons un rôle. D'accord. Merci beaucoup. Alice, je me tourne vers vous parce que du coup, c'est de la même manière, vous êtes très jeune. L'entreprise Fermat, c'est 3 ans, on l'a dit. Et vous apportez une technologie qui va permettre justement de pallier certaines limites, ou en tout cas de venir apporter des solutions à une mondialisation qui, en tout cas, a des conséquences négatives de la mondialisation. Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi quand vous avez monté l'entreprise? Alors, je ne sais pas si c'était là au tout début, mais en tout cas, dans le storytelling que vous faites de cette entreprise, est-ce que ça va de soi? Est-ce que les gens qui sont chez vous depuis du coup 3 ans, ils avaient ça en tête et cette prise de conscience, elle était évidente? Oui, donc moi, j'étais pas là au démarrage de Fermat. Ça a été fondé donc, il y a 3 ans par Benjamin Saada. Et donc, il y a 3 ans, on était en octobre 2020. Donc, je pense qu'on se souvient tous de cette période un petit peu compliquée. Et donc, c'était difficile de créer une entreprise en octobre 2020 sans avoir, ce que disait Eric tout à l'heure, sur le choc affreux sur la supply chain qui a eu lieu. Et du coup, au fait que des matières qu'on pensait, on va dire, inépuisables, devenait épuisable, premier point, et 2, était beaucoup plus difficile d'accès. Et donc, Fermat a été créé avant tout parce que
la fibre de carbone n'est pas recyclée de façon vertueuse, enfin n'était pas recyclée de façon vertueuse. Benjamin Saada avait fondé l'entreprise Explicit avant, qui est une entreprise de siège d'avion qui permettait des économies de carburant assez conséquentes parce que le siège était plus léger notamment. Et c'est quand il s'est posé la question de mais que va devenir la fibre de carbone qui est dans les sièges qu'il s'est dit c'est vraiment trop bête que ça ne soit pas recyclé. Bref, quand vous avez tout ça, vous devez répondre à ces demandes-là. Et en fait, l'économie circulaire que propose Fermat via le recyclage, ça répond à plusieurs demandes. Ça répond déjà au fait que les chaînes d'approvisionnement sont plus compliquées. Ça répond au fait que ces produits sont de très haute performance et ça n'a aucun sens de ne pas les recycler. Et dernier point, et c'est en ça que la mondialisation... on s'inscrit quand même dedans parce que du coup aujourd'hui nos prestataires et nos clients ils sont mondiaux parce que tout le monde est intéressé par ce projet-là. En revanche, nous, nos implantations, elles seront locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est implanté en France, on s'implante d'ici à la fin de l'année aux États-Unis et en fait ça n'aurait pas de sens de récupérer de la matière à recycler aux États-Unis et de la traiter en France et de la renvoyer aux États-Unis. Enfin, il faut aussi donc pour répondre à votre question sur la mondialisation, c'est aussi comme ça que Fermat a été construit. C'est en se disant, il y a un besoin. Ce besoin, il découle des excès de la mondialisation et quand même du choc du Covid. On y répond et on y répond à notre manière avec cette implantation locale. Ouais. On apporte notre savoir-faire à un endroit et c'est tout ce qu'on rapporte pour travailler localement. Voilà, exactement, pour que ça soit en circuit fermé. Ça marche, merci beaucoup Alice. Sébastien, je me tourne vers vous. Après que c'est une entreprise qui date de 1994, mais vous m'avez dit que vous êtes rentré là-bas en 2003. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être du point de vue de l'entreprise, mais aussi du vôtre, quel recul vous avez par rapport à la mondialisation et aux enjeux qu'il y a sur votre marché et comment vous voyez les choses Alors, le recyclage consiste à produire des matières premières à partir des déchets. Et donc, on a une espèce de poste avancé, parce que la première mondialisation, ça a été le commerce mondial des matières premières, qui reste un commerce mondial, et dans lequel, au fond, ces matières premières, elles vont là où on produit. Et donc, nous, on a constaté en tant que recycleurs la très grande évolution du monde qui a été générée par la mondialisation, avec des matières premières qui sont dirigé vers les endroits où on produisait, et donc massivement vers l'Asie en particulier, qui s'est mis à concentrer une grande quantité de matières premières. Je trouve que sur la mondialisation, qui a aujourd'hui très mauvaise presse, il faut garder le petit pas de recul qu'Éric avait tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas oublier qu'elle a sorti 1 milliard de personnes de la pauvreté. Donc, vue d'Europe, elle dit désindustrialisation, elle a aussi généré quand même de l'enrichissement. Hein. Oui. On a réussi à capter de la richesse, ça a détruit de l'emploi, mais on a créé de la richesse, pas pour tout le monde, et c'est là où est le problème. Mais il y a une mondialisation avec un bilan économique qui est heureux, même encore aujourd'hui. Ce qui est malheureux, c'est la destruction des savoir-faire et la destruction d'emplois qui a eu lieu en Europe. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a vu ces flux de matière se diriger en tant que producteurs de matières premières vers les endroits où on produit. Et aujourd'hui, on est au moment où on se rend compte que ces matières premières qu'on tire des déchets, elles deviennent une possibilité en termes de souveraineté et un premier élément qui permet de penser une réindustrialisation qui pourrait se faire en local. Parce que le bilan heureux économiquement de la mondialisation, c'est un bilan malheureux du côté de l'écologie, puisque les dispositifs de production ne sont pas vertueux partout dans le monde, et que la grande trajectoire de décarbonation est d'abord une affaire européenne. Elle va peut-être devenir américaine, mais c'est d'abord une affaire européenne. Mais pour l'instant, on est un peu tout seuls à se mettre vraiment la pression sur le fait d'avancer là-dessus. Et donc, si on veut rester dans cette logique-là, il faut qu'on se donne les moyens, en particulier autour de taux d'incorporation de matières issues du recyclage important, de mener la trajectoire de réindustrialisation et de décarbonation. À chaque fois qu'on utilise des matières issues du recyclage, on fait des économies de CO2 quand on remplace des matières fossiles. Et ça peut être assez spectaculaire dans le cas des thermoplastiques, dans le cas des composites, avec des choses qui sont très intéressantes. Mais par contre, il faut que l'industrie s'engage pour incorporer ces matières-là de façon plus importante. Et globalement, du coup parce que j'enchaîne avec vous une autre question. Pour vous, une mondialisation vertueuse, je sais que vous êtes en train de beaucoup vous développer à l'international. C'est un échange de savoir-faire. Comment on travaille pour justement accentuer ces avantages que peut avoir la mondialisation sans accentuer ces effets négatifs qu'on peut voir. Vous parlez de l'environnement, mais on parle aussi des effets néfastes sur la société ou sur les inégalités.
Alors, je vais reprendre ce que disait Alice Balaguer à l'instant, c'est-à-dire l'optimal, c'est quand on recycle dans un endroit. Alors, c'est pas un département, c'est pas une région, c'est plutôt à une échelle nationale. Quand on recycle dans un endroit et qu'on est capable de fournir l'industrie aval, puisque capter des déchets, ça se fait en local. Si on peut refournir la matière première dans une proximité géographique, on n'aura pas une grande aciérie, une grande papeterie, une grande fonderie de métaux dans chaque département. Ça, faut arrêter. Il y a des industries qu'on fait, il y a 2 ou 3 usines qui règlent toute l'Europe et ça suffit. Donc on est plutôt dans un département européen sur ces raisonnements-là. Il y a d'autres usines qui sont plus locales, mais on raisonne plutôt à la taille de l'Europe. Par contre, on peut relocaliser. Et donc nous, Paprex se développe à l'international parce qu'on se met en local pour aller capter les gisements de déchets et chercher à irriguer pour le coup les industriels, ou en local dès qu'ils incorporent, ou plus largement dans le monde quand on n'a pas les solutions d'incorporation en local. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Berger, peut-être que vous voulez rebondir sur cette mondialisation plus vertueuse. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, une mondialisation de savoir-faire? Alors, il y a un truc que j'ai appris au Shift et que je n'avais pas en tête en tant que chef d'entreprise. Parce que quand on est dans l'entreprise, on pense tout de suite, en traduction, on pense aux hommes, bien entendu, au savoir-faire, mais on traduit tout en argent. Et l'économie telle qu'on nous l'enseigne, c'est toujours de l'argent. Le PNB, c'est de l'argent. Et au Shift, on ne travaille qu'avec des flux physiques. On ne parle jamais d'argent. Avec une postulat qui est vrai en plus, que l'argent n'est qu'une convention. Le billet de 10 € que j'ai dans la poche, c'est parce que vous et moi, on croit que ça vaut 10 €, sinon c'est du papier. Et là, tout d'un coup, le monde change. On se rend compte il y avait le capital, il y avait le travail, et on ne pensait jamais à tout ce qui est naturel, y compris l'énergie, c'était gratuit, sauf le coût de l'extraction ou la rente qui était payée dessus. Et quand vous prenez ça en compte, tout change la façon dont vous voyez le monde. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je pensais pouvoir décarboner toute l'industrie quand le Shift a produit son plan de transformation de l'économie française, parce que je suis très technophile et que le Shift n'est pas anti-techno. Eh ben, ça ne suffit pas. Parce que, par exemple, on peut faire beaucoup de recyclage plastique, par exemple, mais certains vont être très, très difficiles à recycler, même par des procédés chimiques. Donc, ça peut être bien pour la nature, pour éviter la pollution, mais ça va être très compliqué en termes énergétiques. Or, on va avoir un manque d'énergie disponible. Voilà, première chose. Pour revenir sur la question spécifique des savoir-faire, oui, en fait, souvent, la vraie question, c'est quels sont les savoir-faire qui sont disponibles. Quand j'ai produit en Inde ou en Chine, c'est pas pour délocaliser, c'était vraiment pour produire localement. La vraie question n'était pas l'argent. La vraie question, c'est la formation des hommes. Et pour ce qui est de la décarbonation, je dirais, on a intérêt à aller le plus vite possible. D'ailleurs, il y a un think tank qui est assez intéressant, pas un think tank, mais un petit fonds de crowdfunding qui s'est monté, qui s'appelle Team for the Planet, qui est des Lyonnais, qui part du principe qu'ils investissent dans des boîtes qui ont des technos de décarbonation à la condition que les gens soient prêts à faire de l'open source, c'est-à-dire à faire des licences systématiques partout. Et c'est vrai, quel que soit le secteur vous regardez, la moitié du problème c'est en Chine. Le béton, la moitié du problème c'est en Chine. L'acier, c'est pareil. Le recyclage, je ne sais pas si vous êtes en Chine ou pas, mais ils ont aussi des sujets gigantesques. Et donc autant aller faire une licence en Chine le plus vite possible pour transférer ce savoir-faire qu'attendre d'être copié. Parce que transfert de savoir-faire, ça ne veut pas dire même une licence, ça ne veut pas dire gratuit, bien entendu. Mais oui, je le précise. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est ça. Si on veut aller vite sur les sujets environnementaux et sociaux, transfert de savoir-faire. Mais pour ça, il faut être en pointe sur les savoir-faire. Il faut être un exemple. Et c'est en ça que la France, je trouve, là je parle en mon nom, c'est pas forcément le Shift, prend un petit peu d'avance quand même. On a une démarche écologique en ce moment à travers les outils comme l'ADEME, BPI, tous les fonds régionaux, plus le début de planification que fait l'État. Nous au Shift, on pense que ce que fait le secrétariat général à la planification écologique, qui est sous Borne, produit maintenant des papiers, notamment sur les histoires de rebouclage, sur l'énergie, les métaux, sur tous les flux physiques, la biomasse, qui sont critiques pour avancer. Donc on peut devenir, effectivement, pour transférer le savoir-faire, il faut être en pointe. Et je pense qu'on est en pointe. J'aurais voulu rajouter une remarque, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui démontrent sur quoi est-ce qu'on peut baser une croissance verte, en partant des flux de matériaux. Pour que ça marche, et pour qu'on n'épuise pas dans les 100 années qui viennent l'ensemble des ressources fossiles prouvées à date, il faut, que le taux de croissance de la consommation de matériaux reste strictement inférieur à 1%. Ouais. Ce qui, 1% sur 100 ans, ça fait x2,7, donc c'est pas de la décroissance, mais c'est de la croissance raisonnée. Ça, c'est 1. Et 2, il faut qu'on incorpore plus de 80% de matières issues du recyclage dans les différents produits. Et ces taux d'incorporation, ils auront un double effet. Elles vont éviter qu'on produise à tort et à travers, parce que si on ne sort pas assez de recyclé, la réglementation empêchera qu'on produise.
Donc tout le monde va se mettre à aller chercher la matière qui est recyclée. Et deuxième effet vertueux, comme la matière va rester dans le cycle, on fera des économies de CO2 absolument massives. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des travaux. Je vous renvoie à l'excellent livre de François Gross là, qui est sorti il y a quelques mois, là, qui s'appelle Croissance soutenable, qui synthétise de façon pédagogique les travaux universitaires dont on parle et qui viennent amener cette démonstration-là du fait que c'est possible d'avoir de la croissance verte, c'est possible de ne pas cramer la planète, pour le dire autrement. Mais par contre, il faut qu'on bouge rapidement dans une trajectoire dans laquelle on va limiter la tension sur l'extraction du fossile et en même temps incorporer massivement les matières issues du recyclage. À condition de marcher sur ces deux jambes, on a la possibilité de se projeter dans un avenir plus lointain. Aujourd'hui, on tire beaucoup trop sur nos fossiles. Il faut qu'on change de monde de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Monsieur Picciani. Je me tourne vers vous parce que, en effet, donc, on a des acteurs qui montrent qu'ils ont la volonté d'aller vers une mondialisation plus vertueuse et qui, en plus, proposent des solutions, des marches à suivre. Et vous, et des acteurs dont la BPI France, qui aussi propose des lignes directives, par exemple, sur les matières premières. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Oui, plus que ligne directive, en fait, là aussi, on cherche à financer des projets, notamment en France, qui permettent le recyclage des matières premières dans certains domaines. Je pense notamment aux métaux, qui est un domaine que je connais très très bien, mais aussi dans les plastiques, notamment avec nos collègues de l'ADEME qui sont engagés autant que nous sur tout cela. Si on passe, et ça c'est vraiment un paradigme, un changement de paradigme, on passe d'une économie du pétrole à une économie où l'électrification est extrêmement importante, là on aura un besoin de métaux qui va être extrêmement fort. D'où le besoin, bien entendu, de s'approvisionner en matières premières. Mais il y a des enjeux, là aussi, géopolitiques de taille. Si on pense au cobalt au Congo, si on pense au cuivre ou au lithium en Amérique du Sud, si on pense au terre rare en Chine, une solution, une partie de la solution est celle du recyclage. Donc, utiliser, par exemple, celle qu'on appelle les mines urbaines, en Europe pour réutiliser ces matériaux qui existent. Le même schéma peut être fait également sur d'autres types de matières. Il va y avoir un besoin de matières premières qui va être très très forte dans tous les domaines industriels. Bien entendu, il va y avoir aussi un besoin de matières premières dans l'agroalimentaire, notamment si on veut aller vers des systèmes de production vertueux, mondialisation vertueuse, où on produit local, on consomme local. Donc ces schémas-là ne s'appliquent pas uniquement à l'industrie. C'est un schéma bien plus large. Ça, c'est important de le garder en tête. Mais effectivement, nous en sommes conscients. Encore une fois, notre levier en tant que banque du climat, banque publique d'investissement, est d'accompagner des projets dans cette direction-là. En termes de mondialisation, bien entendu, nous avons nos collègues de la direction de l'Esport qui cherchent à faire ce travail qui était cité justement par tout à l'heure, de porter les savoir-faire français dans des technologies décarbonées, dans des approches décarbonées au-delà des frontières nationales, notamment en Europe où cela est plus facile, disons, en termes de répondants, mais aussi dans d'autres pays et dans le monde, donc plus loin que les frontières européennes. Donc, on est bien conscient du problème, on apporte les solutions qu'on peut. Après, on peut pas non plus. Ce n'est pas à nous de donner des lignes directives en termes de normes. Ça, c'est pas notre métier. Mais on fait tout ce qu'on peut en termes de financement. Oui, et puis il y a des solutions qui sont là. Et Alice, vous en êtes un très bon exemple. Peut-être on peut d'ailleurs creuser le sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes une des réponses à cette difficulté et à ce côté négatif de la mondialisation et cette difficulté qu'on a avec les ressources fossiles. Est-ce que vous pouvez raconter un peu c'est quoi votre technologie ? Oui, alors sans trahir de secret industriel. Après, ça sera en open source, c'est pour ça. Aujourd'hui, j'ai retenu un point très intéressant que Sébastien a levé tout à l'heure, c'est on répond aussi à un besoin d'autonomie. Et aujourd'hui, la technologie de Fermat, elle est faite pour que le processus de recyclage qui est fait sur des déchets, il soit aussi applicable aux produits qui sont faits en Fermat. C'est-à-dire que cette recyclabilité du produit, il faut qu'elle soit infinie. Parce que si aujourd'hui on fabrique des produits en matière recyclée qui ne sont pas recyclables, on tombe dans une absurdité sans nom. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est le cœur de la technologie, c'est de se dire que en fait, au fond, moi je rêve d'un monde où en fait on n'a plus besoin de matières premières. En fait, tout est déjà présent et tout est en circuit fermé.
Voilà. Et en fait, la première révolution industrielle, c'était la vapeur. La deuxième, on va dire que c'était le pétrole. Et en fait, la troisième, c'est le fait qu'on n'a plus besoin de matière. Elle a déjà été produite dans la même usine, en fait. Voilà. Et voilà, c'est cette circularité-là qui est, on pense, à portée de main et qui permet, en fait, de se projeter dans un monde qui... Enfin, et dans un monde qui est moins, on va dire, déprimant et plus souhaitable que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, puisqu'en fait, on ne sera pas des Khmers verts à la bougie, parce que c'est pas ce qu'on prône. En revanche, voilà, ça sera vertueux, on sera autonome et ça sera en circuit fermé. Voilà. Donc, et local, du coup. Et local, exactement. Parce qu'un circuit fermé mondial, c'est un peu plus compliqué. Massimiliano, je vous ai vu au Oui, disons, on ne pourra pas s'affranchir d'un apport en matière première. Hein. On ne pourra pas tout recycler. Ça, c'est vrai pour les métaux, c'est vrai pour toute autre sorte de matériaux. L'important, c'est de trouver le bon équilibre. Donc, recycler au maximum et exploiter les matières premières au minimum, ou alors le faire dans des conditions qui soient acceptable pour la biodiversité, pour la durabilité, pour l'impact environnemental. Donc, et c'est toute la complexité de l'exercice de trouver un point de fonctionnement optimal de notre société qui à la fois permette d'avoir beaucoup de recyclage, d'avoir une gestion locale, mais aussi de comprendre qu'il y a des limites après qu'on ne pourra pas, des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre uniquement avec les recyclages. Donc, mais c'est un vrai sujet. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je suis désolée parce que du coup, je suis peut-être en train de cracher le... Pas du tout, tout va bien. En fait, aujourd'hui, dans mon esprit, et j'entends que ça ne soit pas faisable pour tout, et c'est vrai que pour la fibre de carbone, c'est peut-être plus fin pour que d'autres produits, mais en fait, in fine, il faudrait que chaque produit ne puisse pas être produit sans qu'il puisse y avoir un planning de recyclage, on va dire. Voilà. C'est que, en fait, voilà, ça ne devrait pas être possible. Et en fait, l'éco-conception, ça ne devrait pas être un nice to have, ça devrait être un must-have et ça devrait être inscrit obligatoirement. Voilà. Donc, sinon, ça sera forcément, on va dire, s'il n'y a pas forcément d'obligation, ça sera des démarches particulières et c'est toujours plus compliqué d'avoir un impact global si c'est comme ça. Je voudrais bien commenter, parce que déjà, 100% d'accord avec Alice, la mère des batailles, c'est l'éco-conception. On peut mettre beaucoup d'innovation, beaucoup d'argent et d'ailleurs cramer beaucoup de carbone à recycler les choses. Si les produits ne sont pas éco-conçus dès leur conception, dès la phase de design, pour qu'en fin de vie, ils soient faciles à recycler et qu'ils puissent re-rentrer dans un cycle, en fait, on va déployer beaucoup d'argent et beaucoup de technologie sans régler le problème. Aujourd'hui, même sur les produits à durée de vie courte, une partie donc les emballages typiquement, 70% sont éco-conçus, ils sont faits pour le recyclage, mais il y en a quand même 30%, alors que c'est des produits à durée de vie courte, donc eux, ils n'arrêtent pas de passer dans le cycle, qui ne sont pas encore éco-conçus. On est au 21e siècle, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et sur les produits qui ont des durées de vie plus longues, bien évidemment, il faut faire la même chose, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Si on ne règle pas ce problème-là, on ne pourra pas aller vers des taux d'incorporation, et la croissance verte que je vous décris ne sera pas possible. Et ça, c'est le défi de notre génération. On ne va pas le refiler à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est le défi de notre génération. C'est que dans les modes de production et dans la façon de concevoir les produits, la fin de vie, Alice l'a ultra bien dit, c'est un must. La fin de vie doit être conçue dès la création des objets. Et ça veut dire pour vous, monsieur Petit-Huguenin, pardon, ce que vous préconisez, c'est parce que vous pouvez être acteur, vous pouvez être moteur de ça, mais bien sûr, vous travaillez avec d'autres industriels qui doivent du coup suivre des choses. Est-ce que c'est finalement de la réglementation étatique qui doit être mise en place, de nouvelles lois, de nouvelles règles? C'est les deux, bien sûr. Ça ne se passera pas sans une partie réglementaire qui arrivera ou sur la forme d'obligation. Dans certains cas, on préfère faire de la taxation ou des équivalents de taxation, mais ça ne se passera pas sans un cadre, parce que comme toute modification industrielle, tout ça doit être planifié. Il faut donner de la visibilité à un industriel, il peut investir, mais il faut lui dire où on va. Si ce qu'on fait aujourd'hui sur les plastiques, on a décidé que les emballages en plastique, fallait les supprimer en 2040,
faut pas se raconter d'histoire. Des gens qui vont investir dans le recyclage pour un truc qui va disparaître, ils sont fous. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, on a besoin de régler ces problèmes-là. Quand on fait des emballages circulaires, qui sont majoritairement faits à partir de matières issues du recyclage, qui sont faits, moi je préférais à 80% et pourquoi pas plus. Aujourd'hui, on fait des bouteilles en PET à 100% recyclées. Si la matière persiste dans le cycle, bah oui, il faut que ce soit autorisé. Et à l'inverse, il y a des produits qui sont faits dans d'autres produits que le plastique, qui sont aujourd'hui et mal éco-conçus et avec des taux d'incorporation faibles. Bah ceux-là, effectivement, il faudra qu'ils soient taxés ou interdits. Et donc cette grande révolution des modes de production, ça c'est le boulot de notre génération parce qu'on va préparer l'avenir en faisant la transition. Tout à fait. Après, vous l'avez dit, et je soulève un autre point, peut-être Massimiliano, je vais tourner vers vous, mais je soulève un autre point qui est que vous avez dit que ça prend aussi de l'énergie de recycler, et donc qu'on se dirige vers un monde où on aura besoin de plus en plus d'énergie. Est-ce que, Monsieur Piccioni, vous avez travaillé un peu sur le sujet? Bien sûr, bien sûr. L'idée aussi de se passer du pétrole, se passer du gaz, ça c'est essentiel. Donc, comment résoudre cela? Bien entendu avec les renouvelables, mais aussi avec le nucléaire. Donc, on a en France l'avantage d'avoir un parc nucléaire qui marche bien, avec une histoire longue et avec beaucoup de difficultés que nous connaissons tous. Une des solutions qui est en train d'émerger, une solution très technologique, est celle que vous avez citée au départ, les SMR, les Small Modular Reactors, donc les petits réacteurs nucléaires modulaires, avec différentes technologies qui intègrent des critères de sûreté, sécurité, mais aussi des fermetures du cycle, donc éviter les déchets nucléaires à traiter par la suite, des petites puissances capables d'être couplées à des sites industriels par exemple, capables d'alimenter des activités ponctuelles, produire l'hydrogène, dessaler l'eau de mer, alimenter une usine qui a besoin de chaleur industrielle, même les utiliser pour de la chaleur urbaine. Tout ça, c'est encore une fois une réponse technologique assez avancée qui permet de décarboner, qui permet d'éviter l'utilisation de sources fossiles. Après, bien entendu, il y a aussi la nécessité d'avoir de l'efficacité énergétique et aussi une certaine sobriété énergétique. Donc, on ne va pas tout résoudre uniquement avec des solutions technologiques comme le nucléaire. Mais ça fait partie, ça doit faire partie de l'équation, à notre avis. Côté BPI France, on est bien engagé pour soutenir ces nouveaux acteurs. Voilà, je crois qu'on peut retrouver, vous avez fait une conférence, non, à Big sur le sujet et la techno en question. L'année passée, on avait présenté effectivement les acteurs, des nouvelles startups, les nouveaux acteurs qui se lancent dans les secteurs des AMR, SMR, donc sur la fission nucléaire. Dans une petite demi-heure, il va y avoir un atelier sur la fusion nucléaire que je vais également animer. Donc, on voit vraiment émerger une nouvelle dynamique dans ce secteur-là. Okay. Pour les industriels, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ce type de sources. Très bien. On peut vous retrouver sur le plateau d'à côté, c'est ça? Tout à fait, Eco 5. Très bien, ça marche. Florie, deux petits commentaires là-dessus. On veut beaucoup plus d'électricité carbonée. Oui, je crois que le chiffre, c'est on va doubler notre consommation d'électricité d'ici 2050. Je crois que c'est ça, si je dis pas de oui, largement. Oui. Mais le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on va avoir plus d'énergie demain grâce à l'électricité. On va passer en gros, et c'est déjà dans les chiffres, parce que tout ça se planifie 20 ans à l'avance, on consomme à peu près en France aujourd'hui 1900 TWh d'énergie. Si on diminue les fossiles de 80%, même en augmentant l'électricité selon les plans de RTE, qu'on déploie les renouvelables plus le nucléaire, on va monter à 1100. Donc on va passer de 1900 TWh à 1100. Donc vous imaginez l'effort. L'économie n'a jamais fait plus que 1% d'efficacité par an. Donc on va avoir en réalité un peu moins d'énergie. Donc il faudra deux choses. Il faudra économiser avec voilà. Et après il faudra des breakthroughs. Et je reviens sur les breakthroughs. Comment faire en sorte que les technologies révolutionnaires débouchent? Et là, c'est là qu'il y a un problème avec beaucoup d'industriels. Souvent, les industriels combattent la norme. On parlait de la norme tout à l'heure. En fait, si on veut survivre en tant qu'industriel, avec des produits révolutionnaires, ça va coûter plus cher. Il y a un problème de financement, ça c'est amorcé. Mais après, il y a le problème de ma vie. Est-ce que je suis compétitif? Donc si vous êtes là, vous vendez un acier décarboné, et puis qu'en même temps, le chinois, le coréen peut vous balancer son acier ultra carboné, et vous êtes... Donc, il y a deux façons de le faire. Soit il y a de la norme, soit il y a de la taxe, l'Europe l'envisage, mais avec plein d'effets pervers.
Parce que, ah oui, mais si on taxe l'acier à l'entrée, alors du coup, le gars qui fabrique la machine, il va payer plus cher, donc il va délocaliser sa fabrication de machine ailleurs. Mais l'autre truc que les industriels détestent, et je le sais parce que je l'ai combattu aussi, et ils doivent changer d'avis, c'est la réglementation. Et la réglementation permet de créer des barrières à l'entrée. Je vous donne toujours cet exemple extraordinaire. Dans la chimie, il y a 15 ans, il y avait REACH, une réglementation qui obligeait à enregistrer toutes les molécules. En fait, elle renversait la charge de la preuve. Alors, il fallait montrer que votre molécule avait été sans danger, au lieu de, par principe. J'étais au syndicat de la chimie européen. L'objectif, c'était comment va-t-on tuer ce truc-là. C'est la fin des haricots, ça va coûter, ça va nous mettre en faillite, c'est la fin de la chimie européenne. Pas du tout. On a nettoyé les portefeuilles produits, on est monté en gamme et aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée qui fait que les molécules indiennes ne peuvent pas rentrer. Là, s'il y a une révolution du matériau en France, dans la construction qui va se faire, avec peut-être des choses que vous allez, je ne sais pas si vous êtes dans le recyclage des bétons, des choses comme ça. Si, tout à fait. Et ben, ça va être rendu possible parce qu'on va passer la RE 2020 qui dit qu'il va y avoir un temps de CO2 par kilo de CO2 par mètre carré construit, il va falloir le respecter et que ça va baisser. Sinon, on va mettre toujours le vieux béton d'autrefois et puis on décarbonera jamais. Donc, contrairement à ce que pense l'industriel souvent, il faut bien sûr La réglementation, ça va la dans notre réglementation sens. est fondamentale. Mais un petit commentaire sur la réglementation. Alors, je ne sais pas près que nous, on pense que la réglementation sera essentielle. La réglementation, elle ramène quelque chose qui est clé, c'est que les externalités, donc la pollution, elle n'est pas dans le prix de marché aujourd'hui. Et donc, on a besoin de quelque chose qui va ramener dans le prix de marché les conséquences du réchauffement climatique. Parce que oui, la matière, elle vaut peut-être un peu plus cher en recyclé aujourd'hui. Ça coûtera un petit peu plus cher, mais ça coûte infiniment moins cher que d'aller sur la trajectoire dans laquelle il va falloir faire beaucoup de choses et beaucoup d'autres dépenses pour vivre dans le monde dans lequel il y a des endroits du monde qui seront plus vivables, etc. Donc c'est de la bonne dépense. C'est quelque chose qui prépare l'avenir. Et donc pour revenir, c'est la réglementation est absolument essentielle. Et l'autre élément, c'est que la réglementation, il faut qu'elle soit bien ciblée. Et aujourd'hui, on a une vraie inquiétude autour du mécanisme carbone aux frontières de l'Europe, qui pour nous, c'est vraiment complètement trompé d'objet. Il devrait taxer les produits finis. Il devrait taxer les iPhones, les véhicules qu'on importe, etc. Il taxe aujourd'hui des semi-finis. Et ça, c'est une erreur grave parce qu'aujourd'hui, on est en train de fragiliser l'industrie européenne, là où en fait, c'est toute la chaîne de valeur quand elle arrive aux produits finis qui devrait effectivement être taxée et sur lequel les producteurs vertueux devraient être récompensés. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a dans la réglementation cette difficulté parce qu'il faut la mettre en place absolument, mais il faut qu'elle soit bien ciblée pour attraper son objet. Et malheureusement, non pas le mécanisme carbone dans le principe, mais dans la mise en œuvre telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, j'ai peur qu'elle fasse plutôt l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est qu'elle renforce les productions carbonées et qu'elle vienne fragiliser les gens qui font du décarboné en Europe. Alors là, il y a une lueur au fond du tunnel, selon ce que vous dites. Nous, on a milité depuis 2-3 ans au Shift pour que, par exemple, sur l'automobile, on taxe aussi en fonction du poids du véhicule et du poids carbone du véhicule. Parce que la Tesla qui vient de Shanghai, qui est 2 fois plus carbonée que la même Tesla qui s'est faite en France, parce que l'acier est ultra carboné, les batteries, l'énergie est totalement à base de charbon. Et finalement, le gouvernement, enfin on va attendre comment voir ça va être fait, mais a décidé que les aides à la voiture électrique vont être conditionnées au poids carbone du véhicule construit. Alors ça, j'espère que ça va, ils l'ont annoncé, il faut voir les modalités. Et là, on serait un peu sur une première aussi, dans qui le va dans sens votre de sens. ce que... Voilà, d'une comptabilité carbone du produit fini et pas juste de la matière première qui est en amont. Tout à fait. Et finalement, si jamais vous me dites, il nous reste 2 minutes, donc si jamais vous voulez intervenir, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi, ça montre de quelle manière vous devez être acteur aussi de ces changements-là et accompagner sur votre secteur les réglementations à mettre en place. Je vous remercie. On va quasiment terminer la conférence, mais Alice. Non, je voulais rebondir parce qu'effectivement, comme sur le sujet de réglementation, en fait, le diable est dans les détails. Et on regardait là récemment le projet de loi de finances 2024. Et en fait, il y a un crédit d'impôt pour la production de batteries d'éoliennes et de pompes à chaleur. Et en fait, il y avait un crédit d'impôt pour la production, mais il n'y avait pas de crédit d'impôt pour le recyclage. Donc du coup, on a beaucoup, on milite parce que c'est pas encore terminé pour qu'on inclue le recyclage. Mais voilà, c'est un projet qui a été fait cet été. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine pour faire en sorte que voilà, on l'inclut à chaque fois.
Vous êtes acteur et on va dans le bon chemin. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Merci beaucoup à tous les quatre. On était sur le plateau de Big Media à Big de BPI France. On était ravis d'être avec vous. Vous pouvez revoir la conférence en replay sur le site de Big. Merci à tous.